Au cœur de la nature sauvage américaine, dans la solitude silencieuse d'un atelier faiblement éclairé, une révolution d'un genre tout à fait différent se préparait. C'était une révolution de fer, de feu, de bois et d'acier, une révolution née d'une connaissance profonde et intime de la nature. Ce n'était pas une révolution menée avec des canons et des armées, mais par un seul homme, l'armurier colonial, avec ses mains habiles et sa vision inébranlable. C'est l'histoire de cet homme, de son art, de la façon dont il a forgé un fusil capable de toucher une cible à 200 mètres avec une précision sans précédent à l'époque. Un fusil qui allait changer le cours de l'histoire. Le légendaire fusil long de Pennsylvanie. Première partie, l'âme du fer. Le voyage du fusil long de Pennsylvanie n'a pas commencé dans la forge, mais dans l'esprit de l'armurier. Il a commencé par une compréhension profonde et intuitive des matériaux avec lesquels il travaillait. Une compréhension née d'années d'expérience, d'essais et d'erreurs, d'un respect profond et durable pour la nature. L'armurier était un maître de ces matériaux, un homme qui pouvait lire l'âme du fer, l'esprit du bois, le caractère de l'acier. Il commençait avec une barre plate de fer forgé, un matériau qui était doux et malléable, un matériau qui était plein d'impuretés, de scories, d'un grain qui ressemblait au grain du bois. Il chauffait le fer dans sa forge, le surveillant attentivement, jugeant sa température à sa couleur, à son son, à la façon dont il étincelait et sifflait. Il le martelait, le façonnait, le moulait, travaillant avec le grain et non contre lui. Ce n'était pas un homme qui imposait sa volonté au fer. C'était un homme qui travaillait en partenariat avec lui, un homme qui l'amadouait, qui le persuadait, qui le séduisait pour qu'il révèle sa véritable forme. C'était un homme qui comprenait que le fer n'était pas un matériau mort et inerte. C'était une chose vivante et respirante. Une chose avec une personnalité, une volonté, une âme. Et c'était un homme qui savait comment écouter cette âme, comment comprendre ses secrets, comment libérer son potentiel caché. C'était un homme qui était un maître de l'âme du fer. Deuxième partie, le forgeage du canon. Le cœur du fusil long de Pennsylvanie était son canon, un tube de fer long et mince qui était la clé de sa précision, de sa puissance, de sa réputation légendaire. Le forgeage du canon était un processus qui était autant un art qu'une science. Un processus qui exigeait un niveau de compétence, de patience, d'une compréhension profonde et intuitive des propriétés du fer qui est presque perdu dans notre monde moderne. L'armurier commençait avec une barre plate de fer forgé, une ébauche qu'il chauffait dans sa forge jusqu'à un rouge vif et éclatant. Il posait ensuite l'ébauche sur un bloc d'étampage, une enclume lourde et rainurée, et commençait à la marteler, à la plier, à la façonner en un tube brut et creux. Il travaillait rapidement, son marteau tombant dans un battement régulier et rythmé, son corps se déplaçant dans une danse aussi vieille que les collines, une danse qui était une célébration de la puissance du feu, de la magie du fer. Il insérait ensuite un mandrin en acier dans le tube creux, une tige solide et polie qui empêcherait l'âme de s'effondrer pendant qu'il continuait à marteler. Il réchauffait le canon encore et encore, des centaines de fois, le martelant à chaque fois, le façonnant, soudant la couture jusqu'à ce que ce soit un tube de fer unique et sans soudure. Il travaillait du milieu du canon vers les extrémités. Ses coups de marteau tombaient avec une précision et un contrôle qui témoignaient de ses années d'expérience. Ces années de dévouement, ces années d'un amour profond et durable pour son métier. Quand le canon était terminé, il le chauffait une dernière fois jusqu'à un rouge terne et éclatant, puis l'enterrait dans un lit de cendre pour qu'il refroidisse lentement. Un processus appelé recuit. Un processus qui soulagerait les contraintes internes du métal. Un processus qui l'adoucirait. Un processus qui le préparait à l'étape suivante et la plus cruciale de sa création, le forage du trou. Troisième partie, la magie de l'âme. La précision du fusil long de Pennsylvanie était le résultat direct de la précision de son âme, le trou long et droit qui parcourait le centre du canon. Le forage de l'âme était un processus qui était une merveille de l'ingéniosité coloniale. Un processus qui témoignait de la capacité de l'armurier à créer un outil aussi précis que simple, aussi élégant qu'efficace. L'armurier utilisait une machine à forer, un appareil à manivelle qui faisait tourner le canon contre un outil de coupe fixe. L'outil de coupe était une longue et mince tige d'acier avec une pointe aiguisée et durcie qui raclait lentement et méthodiquement l'intérieur du canon, créant un trou parfaitement droit, parfaitement rond, parfaitement centré. L'armurier utilisait une série d'outils de coupe, chacun légèrement plus grand que le précédent, jusqu'à ce que l'âme soit du calibre exact et désiré. La précision de ce processus était tout simplement stupéfiante. Des tests de réplique à Colonial Williamsburg ont montré que ces armuriers coloniaux, travaillant avec rien de plus que des outils à main et leurs propres compétences et ingéniosité, étaient capables de créer des armes avec une tolérance diamétrale de moins de 0,0005 pouces.
Un niveau de précision comparable à la précision des machines les plus avancées et sophistiquées d'aujourd'hui. C'était un niveau de précision qui témoignait de la maîtrise de l'armurier de son métier. Une maîtrise qui était à des années-lumière de la production de masse et du travail de mauvaise qualité de notre monde moderne. Quatrième partie, le secret des rayures hélicoïdales. Mais le vrai secret du fusil long de Pennsylvanie, le secret qui lui donnait sa précision légendaire, sa capacité à toucher une cible à 200 mètres, n'était pas seulement la précision de son arme. C'étaient les rayures. Les rayures étaient une série de rainures en spirale qui étaient coupées à l'intérieur du canon. Des rainures qui agrippaient la balle de plomb lors du chargement. Des rainures qui imprimaient une rotation à la balle lors du tir. Une rotation qui la stabiliserait en vol. Une rotation qui la ferait voler droit et fidèlement vers sa cible. La coupe des rayures était un processus qui était un secret bien gardé. Un secret qui était transmis de maître à apprenti. Un secret qui était une source de fierté, de pouvoir, d'un profond et durable sentiment de mystère. L'armurier utilisait une machine à rayer, un appareil à manivelle qui était une merveille de l'ingéniosité coloniale. Un appareil qui témoignait de la capacité de l'armurier à créer un outil aussi élégant qu'efficace. La machine à rayer consistait en un long banc en bois avec un outil de coupe qui était attaché à un guide en spirale. L'armurier plaçait le canon dans un étau, insérait l'outil de coupe dans l'arme, puis tournait lentement et méthodiquement la manivelle, tirant l'outil de coupe à travers le canon, le guide en spirale le faisant tourner pour couper une seule et parfaite rainure. Il répétait ce processus encore et encore pour chacune des 7 ou 8 rainures requises, prenant à chaque fois une coupe légèrement plus profonde jusqu'à ce que les rayures soient complètes. C'était un processus lent et laborieux. Un processus qui exigeait un niveau de patience, d'une compréhension profonde et intuitive des propriétés de l'acier qui est presque perdu dans notre monde moderne. Mais c'était aussi un processus qui était une source d'une satisfaction profonde et durable. Une satisfaction qui venait de la création d'une chose de beauté, d'une chose de puissance, d'une chose d'une perfection profonde, mystérieuse et magique. Cinquième partie, la platine, la crosse et l'art. Une fois le canon terminé, l'armurier se tournait ensuite vers les autres composants du fusil. La platine, la crosse et les incrustations complexes et magnifiques de laiton et d'argent qui étaient la marque de fabrique du fusil long de Pennsylvanie. La platine était le mécanisme à silex, un assemblage complexe et délicat de ressorts et de leviers qui créait l'étincelle qui enflammait la poudre qui tirait la balle. L'armurier forgeait la platine lui-même à partir d'une barre d'acier à haute teneur en carbone, un matériau qui était dur et cassant, un matériau qui pouvait tenir un tranchant aiguisé et fin. Il limait, façonnait et polissait chaque composant, chaque ressort, chaque vis jusqu'à ce que la platine soit une chose d'une perfection lisse, silencieuse et mortelle. La crosse était le corps en bois du fusil, la partie que l'armurier sculptait dans un bloc d'érable ondé, un bois prisé pour sa beauté, sa force, sa capacité à tenir un détail fin et délicat. L'armurier façonnait la crosse avec une plane, un rabot, un ciseau, une râpe, ses mains se déplaçant avec une grâce et une confiance qui témoignaient de ses années d'expérience. Ces années d'un amour profond et durable pour son métier. Il sculptait la crosse pour l'adapter au canon, pour l'adapter à la platine, pour l'adapter à la main de l'homme qui la tiendrait un jour, la tirerait, en dépendrait pour sa vie. Et puis, une fois la platine et la crosse terminées, l'armurier se tournait vers la partie finale et la plus belle du fusil, les incrustations de laiton et d'argent. Il coupait les incrustations dans une feuille de laiton ou d'argent. Une feuille qu'il gravait ensuite d'un motif délicat et complexe, un motif qui était le reflet de sa propre vision artistique, de son propre style personnel, de son propre sens profond et durable de la beauté. Il incrustait ensuite les incrustations dans la crosse. Un processus qui exigeait un niveau de précision, d'une compréhension profonde et intuitive des propriétés du bois et du métal qui est presque perdu dans notre monde moderne. Le résultat était un fusil qui n'était pas seulement une arme. C'était une œuvre d'art, une chose d'une beauté profonde, mystérieuse et magique. Une chose qui témoignait de la maîtrise de l'armurier de son métier. Une maîtrise qui était à des années-lumière de la production de masse et du travail de mauvaise qualité de notre monde moderne. Sixième partie. L'armurier comme alchimiste. L'armurier colonial était plus qu'un simple artisan. C'était un alchimiste, un homme qui pouvait transformer les matériaux de base de la terre en une chose d'un pouvoir profond, mystérieux et magique. C'était un homme qui pouvait prendre un morceau de minerai de fer, une poignée de charbon de bois, un bloc de bois et créer un fusil qui pourrait changer le cours de l'histoire. C'était un homme qui comprenait les secrets des éléments, les secrets du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. C'était un homme qui était un maître de l'art ancien et mystérieux de la transformation. Il commençait avec le minerai de fer, une roche brun rougeâtre qui était un mélange de fer et d'oxygène.
Il chauffait le minerai dans sa forge, un processus qui chassait l'oxygène, un processus qui lui laissait un morceau de fer pur et malléable. Il ajoutait ensuite une petite quantité de carbone au fer, un processus qui le transformait en acier, un matériau qui était dur et cassant, un matériau qui pouvait tenir un tranchant aiguisé et fin. C'était un homme qui comprenait la danse délicate et complexe des éléments, la danse qui était la clé de la création d'une chose d'un pouvoir profond, mystérieux et magique. C'était un homme qui comprenait le pouvoir du feu, le pouvoir de fondre, de façonner, de transformer. C'était un homme qui comprenait le pouvoir de l'eau, le pouvoir de refroidir, de durcir, de tremper. C'était un homme qui comprenait le pouvoir de la terre, le pouvoir de fournir les matières premières, le fer, le bois, le charbon de bois. C'était un homme qui comprenait le pouvoir de l'air, le pouvoir d'alimenter le feu, de refroidir le métal, de porter le son de son marteau, le son de sa création, le son de la naissance d'une chose nouvelle, puissante et magique. 7e partie, le fusil dans la Révolution. Le fusil long de Pennsylvanie était plus qu'une simple œuvre d'art. C'était une arme de guerre, une arme qui allait jouer un rôle crucial et décisif dans la Révolution américaine. C'était une arme qui correspondait parfaitement à la manière américaine de faire la guerre. Une manière de faire la guerre qui était basée sur la furtivité, sur la surprise, sur la capacité de frapper à distance, de disparaître dans la nature sauvage, de vivre, de se battre un autre jour. Le fusilier américain était un nouveau type de soldat. Un soldat qui était un produit de la frontière. Un soldat qui était un maître du fusil long. Un soldat qui pouvait toucher une cible à 200 mètres. Un soldat qui était à des années-lumière de la tunique rouge britannique avec son mousquet Brown Bess maladroit et imprécis. La tunique rouge britannique était un soldat de ligne. Un soldat qui était entraîné à se battre en formation serrée, à tirer par salve, à submerger l'ennemi par la force pure, brutale et sanglante du nombre. Le fusilier américain était un soldat des bois, un soldat qui était entraîné à se battre en tant qu'individu, à utiliser la couverture des arbres, à abattre l'ennemi un par un, à semer le chaos, la confusion et la peur dans les rangs de l'armée britannique. Le fusil long de Pennsylvanie était l'arme parfaite pour ce nouveau type de guerre. C'était une arme qui était précise, qui était fiable, qui était mortelle. C'était une arme qui donnait aux fusiliers américains un avantage décisif et mortel sur leur homologue britannique. C'était une arme qui allait jouer un rôle crucial et décisif dans la victoire américaine à la bataille de Saratoga. Une bataille qui fut le tournant de la guerre. Une bataille qui allait persuader les Français d'entrer en guerre aux côtés des Américains. Une bataille qui allait finalement conduire à la naissance d'une nation nouvelle, libre et indépendante. 8e partie. L'armurier comme chef de communauté. L'armurier colonial n'était pas seulement un artisan. Il était un chef de sa communauté. Un homme de respect, d'influence, d'un engagement profond et durable pour le bien-être de ses voisins. Son atelier était plus qu'un simple lieu de travail. C'était un centre social, un lieu de rassemblement, un lieu où les hommes de la communauté venaient pour parler, partager des nouvelles, débattre des questions du jour. C'était un lieu où l'esprit de la Révolution américaine est né. Un esprit d'indépendance, d'autonomie, d'un amour profond et durable pour la liberté. L'armurier était un homme aux multiples talents, un homme qui pouvait non seulement forger un fusil, mais aussi réparer une charrue, ferrer un cheval, raccommoder un pot cassé. C'était un homme qui était un membre vital et indispensable de sa communauté. Un homme qui était un symbole de l'autosuffisance et de l'ingéniosité du peuple américain. C'était un homme qui était une incarnation vivante et respirante de l'esprit américain. Un esprit qui était un mélange unique et vibrant de traditions de l'ancien monde et d'innovations du nouveau monde. C'était un homme qui était un enseignant, un mentor, un maître de son métier. Il prenait des apprentis, de jeunes garçons qui venaient vivre avec lui, travailler avec lui, apprendre de lui. Il leur apprenait les secrets de son métier, les secrets du fer, du bois, de l'acier. Il leur apprenait la valeur du travail acharné, de l'honnêteté, de l'intégrité. Il leur apprenait ce que signifiait être un homme, un artisan, un citoyen d'une nation nouvelle, libre et indépendante. 9e partie, l'héritage du fusil long. Le fusil long de Pennsylvanie était plus qu'une simple arme. C'était un symbole de la frontière américaine, un symbole de l'esprit américain, un symbole de la Révolution américaine. C'était un symbole d'un mode de vie nouveau et différent, un mode de vie basé sur la liberté, sur l'indépendance, sur un lien profond et durable avec la terre. C'était un symbole d'un type d'homme nouveau et différent. Un homme qui était maître de son propre destin. Un homme qui était un roi à part entière. Un homme qui était le fusilier américain. L'héritage du fusil long est un héritage aussi riche et complexe que l'histoire de l'Amérique elle-même. C'est un héritage qui est un mélange de lumière et d'ombre,
de triomphe et de tragédie, d'un amour profond et durable pour la liberté, et d'une histoire sombre et troublée, de violence et de conquête. C'est un héritage qui est un rappel du meilleur et du pire du caractère américain, un caractère qui est un mélange unique et vibrant d'idéalisme et de pragmatisme, d'une expansion implacable et impitoyable. Mais c'est aussi un héritage qui est une source d'une inspiration profonde et durable. Une inspiration qui vient de l'histoire d'une petite et déterminée bande d'hommes qui, armés de rien de plus que leurs propres compétences, leur ingéniosité et le légendaire fusil long de Pennsylvanie, se sont levés pour défier un empire et créer une nation nouvelle, libre et indépendante. C'est un héritage qui est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Le pouvoir de créer, d'innover, de surmonter, d'endurer. C'est un héritage qui est l'héritage de l'Amérique elle-même. 10e partie. L'armurier moderne, un lien avec le passé. Dans un monde de production de masse et de biens jetables, l'art de l'armurier colonial est un art en voie de disparition, une sagesse perdue et oubliée. Mais ce n'est pas un art mort. Il y a encore quelques artisans dévoués et passionnés qui entretiennent la flamme, qui continuent à forger des fusils à la main en utilisant les mêmes techniques de base que celles utilisées par leurs ancêtres coloniaux. Ces armuriers modernes ne font pas que préserver une tradition. Ils maintiennent un lien avec le passé, un lien avec une époque où l'artisanat était apprécié, où la qualité était prisée, où le travail d'un homme était le reflet de son caractère, de son âme. Ces armuriers modernes travaillent dans de petits ateliers, souvent seuls, souvent pour peu de récompenses financières. Ils travaillent parce qu'ils aiment le métier, parce qu'ils aiment la sensation du fer, l'odeur de la forge, le son du marteau. Ils travaillent parce qu'ils comprennent qu'ils ne fabriquent pas seulement un fusil. Ils créent une chose de beauté, une chose de puissance, une chose qui est un témoignage de l'esprit humain, de la capacité humaine à créer, à innover, à surmonter. Ce sont des hommes et des femmes qui sont un lien vivant et respirant avec le passé. Un lien avec une époque où le monde était un endroit différent, une époque où un homme pouvait gagner sa vie avec ses mains, avec son habileté, avec son ingéniosité. Ce sont des hommes et des femmes qui sont un rappel de ce que nous avons perdu et de ce que nous pouvons encore récupérer si nous avons le courage, la détermination, la vision de le faire. Conclusion. L'histoire de l'armurier colonial et de son fusil long de Pennsylvanie est l'histoire d'une sagesse perdue et oubliée. Une sagesse qui était un lien profond et intime avec le monde naturel. Une sagesse qui était une maîtrise de l'art ancien et mystérieux de la transformation. C'est une histoire qui est pleine de leçons pour notre monde moderne. Un monde qui fait face à son propre ensemble de défis, à son propre ensemble de crises. C'est une histoire qui nous enseigne la valeur de l'artisanat, de la qualité, d'un amour profond et durable pour le travail que nous faisons. C'est une histoire qui nous enseigne l'importance de l'autonomie, de l'indépendance, d'un lien profond et durable avec la terre. C'est une histoire qui nous enseigne ce que signifie être un créateur, un fabricant, un être humain. C'est une histoire qui est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Le pouvoir de créer, d'innover, de surmonter, d'endurer. C'est une histoire qui est l'histoire de l'Amérique elle-même.